Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition de 15h dont elles sont les titres. Assemblée nationale, plus de les élus nationaux et régionaux se concertent sur le futur projet. Lutte contre l'organisation de l'État islamique, le message de Barack Obama. C'était les titres. Merci à vous si vous nous rejoignez. L'Assemblée nationale, en partenariat avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, a organisé un atelier de débat sur la communication et interaction entre les parlementaires et les conseils régionaux. Objectif de cet atelier est le renforcement des liens entre les différents élus nationaux. Prenant la parole, le président du conseil de Bok, Ali Ahmed Hassan, a pris la parole pour annoncer ce qu'est la première fois les conseils régionaux s'adressent aux élus du peuple dans l'hémicycle. Il a précisé que les deux institutions défendent la même cause, celle du progrès et de l'émancipation de notre peuple. Il a précisé que les deux institutions ont un même fardeau, celui d'être un lien direct entre les peuples et le gouvernement, sans pour autant disposer des moyens et des ressources propres. Il a ajouté que cette réunion permettra de retrouver des angles d'attaque pour lutter contre la pauvreté et l'exode rural. Il a précisé aussi qu'il était pour les régions que la déconcentration précède la décentralisation afin qu'il y ait un véritable transfert de pouvoir. La représentante du PNUD a estimé que le mécanisme qui sera mis en place entre les deux parties permettrait de promouvoir une meilleure concertation et un dialogue d'échange d'informations d'idées entre les élus poursuivra plus avec l'esprit et les objectifs des caravanes parlementaires. Les régionaux insistent sur la déconcentration. Il y a donc un préalable, celui d'une mise en œuvre progressive des services déconcentrés. Les déconcertations des services de l'État dans les régions est loin d'être une réalité. Lorsqu'ils sont déconcentrés, ces services dépendent toujours de la décision centrale. Aujourd'hui, je voulais encore saluer cette plateforme de concertation que nous offre le président de l'Assemblée nationale. Je sais pour ma part que de la discussion jaillira la lumière. En effet, cette rencontre, qui est la première de genre, s'inscrit dans la lignée des nombreuses réformes internes et innovations introduites par l'institution législative. Le dialogue entre les représentants membres de l'Assemblée nationale et leurs homologues des conseils régionaux se conforme au rôle et aux missions qui sont dévolues aux 12 institutions par la Constitution djiboutienne. Ce mécanisme qui va sans doute promouvoir une meilleure concertation et un meilleur dialogue et échange d'informations et d'idées entre élus poursuivra plus avant l'esprit et les objectifs des caravanes parlementaires. Il va sans dire que cela permettra de consolider non seulement la démocratie à travers le débat, mais également de maintenir vif le processus de déconcentration et de décentralisation lancé par le gouvernement de Djibouti et qui a donné naissance aux assemblées locales. Écoutons à présent cet effet le président de l'Assemblée nationale. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est d'une grande importance puisqu'il porte sur une concertation entre élus locaux et élus nationaux pour réfléchir sur les voies et moyens de renforcer la synergie d'action entre les deux types de décideurs que nous sommes en vie de servir de la meilleure manière possible nos mandants. Je dirais que la démocratie locale a profondément transformé les pratiques dans les régions de l'intérieur. Cela s'intègre pleinement dans la politique du gouvernement qui œuvre pour le renforcement de la décentralisation. Nous sommes tous conscients que notre démocratie a besoin des régions. Et nous, les parlementaires, nous sommes bien placés pour le dire puisque nous organisons chaque année la caravane parlementaire qui sillonne les régions de l'intérieur à la rencontre des populations les plus reculées. Mesdames et messieurs les élus locaux, je sais que vous, les acteurs locaux, vous avez initié des démarches de concertation afin de mieux connaître les attentes des populations intéressées
Vous avez voulu rapprocher le point de vue, expliquer les décisions dans le seul but de rendre plus efficace l'action locale. Je vois avant tout cette rencontre comme un moment privilégié. Nous allons aborder de nombreux sujets et je vais formuler le vœu de puiser au mieux dans l'expérience des uns et des autres des éléments que nous permettront avant tout de mieux servir nos électeurs. Et alors que je vous parle, nous venons tout juste de recevoir le Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh. C'est tenu ce matin le Conseil des ministres. La 26e séance du Conseil des ministres était inscrite à l'ordre du jour. 16 questions. La première question concerne un projet de loi portant code minier. La deuxième question concerne un projet de décret fixant les conditions de prise en charge et de remboursement de frais inhérents aux soins. Quant à la troisième question, il s'agit d'un projet d'arrêté portant approbation du budget de la période de l'exercice 2016 de l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. La quatrième question, quant à elle, concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget d'insurrectionnel de l'exercice 2016 de la CNSS. Quant à la cinquième question, est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 de la Caisse militaire de retraite. La sixième question est un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2016 de l'Institut national de la santé publique de Djibouti. La septième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2016 de l'hôpital Shakib Saad. Huitième question relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2016 de la centrale d'achat des médicaments et matériels. Quant à la neuvième question, il s'agit d'un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2016 de l'hôpital Dar el-Hanan. La dixième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel du Centre national de référence de la santé reproductive. La onzième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de 2016 de l'hôpital général Pelletier. Et pour ce qui est de la 12e question, il s'agit d'un projet d'arrêté portant approbation des comptes prévisionnels de l'ONIAD pour l'année 2016. 13e question relative au projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel d'électricité de Djibouti pour l'exercice de l'année 2016. Quant à la 14e question, il s'agit d'un arrêté portant approbation du budget prévisionnel de 2016 pour le Fonds de l'habitat. La 15e question est relative à un projet de décret portant nomination de M. Ron Ousmane Omar est nommé secrétaire général auprès du ministère délégué chargé du commerce, de l'artisanat, du tourisme et de la formation. La 16e question concerne un projet de loi relatif à l'état d'urgence dans un monde confronté au danger du terrorisme. Pour plus de précisions, vous l'aurez dans les prochaines éditions. Et nous revenons à l'Assemblée nationale, a reçu ce matin une délégation japonaise. Le président de l'hémicycle a reçu dans son office aujourd'hui une délégation parlementaire japonaise. La délégation parlementaire japonaise conduite par M. Asahiko Mira et M. Dashiro Yamajiwa. Cette visite consiste à resserrer les liens d'amitié, de coopération entre les deux parlements, à savoir le parlement djiboutien et japonais. Était présent à cette réunion l'ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ahmed Areita Ali, et l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tetsuare, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Almi Absiye Weiss.
Éducation, cette fois, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Dr Jamaï Mioki, a poursuivi sa tournée dans les régions après qu'il, le ministre, s'est rendu hier à Artaville. Le ministre a été accueilli chaleureusement par les responsables de la région et par une aide d'honneur formée d'enseignants de la région d'Arta. Cette visite du ministre s'inscrit dans une tournée de rencontres pour le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, compte mené dans les régions du pays pour aller à la rencontre de la famille éducative. En effet, les quelques 250 enseignants de la région d'Arta ont pris part aux côtés du ministre et de ses collaborateurs à ce déjeuner offert par le MENFOP au lycée hôtelier d'Arta. Objectif étant de permettre un moment de convivialité et de rencontre entre les membres de la grande famille de l'éducation. Au cours de ce déjeuner, les enseignants de la région d'Arta, par la voix d'une enseignante, ont vivement remercié le ministre pour toutes les réalisations faites pour les enseignants depuis sa nomination à la tête du ministère et d'avoir rendu possible cet espace de convivialité, de partage entre enseignants, mais aussi entre responsables et enseignants. À son tour, le ministre a pris la parole pour rappeler la noble mission de l'enseignant et la reconnaissance de la nation envers les efforts déployés par les enseignants au quotidien pour transmettre un savoir. D'autre part, le ministre, dans son discours au cours de ce déjeuner, a attiré l'attention des enseignants sur le rôle et mission de ces derniers au maintien de la paix, de la concorde nationale, qui sont des valeurs chères à la nation. L'éducation reste une des clés du développement de la culture, de la paix, de vivre ensemble, de l'amour de la patrie, a-t-il précisé. Le ministre a rappelé que l'éducation reste pour le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, une priorité, que le statut de l'enseignant n'a cessé d'évoluer. Enfin, il a promis aux enseignants qu'il veillerait durant son mandat à la tête de ce département à poursuivre l'amélioration des conditions de vie des enseignants, autres personnels de l'éducation, notamment l'accès au logement. Écoutons un extrait du discours du ministre de l'Éducation durant ce déjeuner offert aux enseignants de la région d'Arta. Si je vous ai convié aujourd'hui autour de ce déjeuner, et pour vous permettre d'avoir un moment convivial et d'avoir une rencontre entre les membres de la grande famille de l'éducation nationale. Comme je vous ai dit souvent, le mérite d'un enseignant est un des plus nobles de la nation et toujours reconnaissante envers vous et envers les efforts que vous déployez pour transmettre le savoir que vous avez en vous. Ce travail de tous les jours, nous le mesurons à sa juste valeur. La paix est le socle de tout développement de sociétés qui ambitionnent offrir une vie prospère à leur population. Je voudrais attirer votre attention sur le rôle et la mission dans ce maintien de la paix et de la concorde nationale que nous sommes les valeurs chères. En effet, l'éducation est une des clés du développement de la culture de la paix, du vivre ensemble et de l'amour de la patrie. D'autre part, l'enseignant, de par leur statut dans la société, peuvent devenir des véritables agents de la cohésion sociale. C'est-à-dire combien votre rôle est crucial dans le développement de notre pays. Depuis l'arrivée de notre président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, le corps enseignant est devenu une priorité, des priorités, et son statut n'a cessé d'évoluer. Ces acquis obtenus, grâce au président, on doit les maintenir. Et d'autres, par chercher à les améliorer. En effet, nous avons en perspective des projets importants susceptibles d'améliorer davantage les conditions de vie des enseignants et des autres personnels de l'éducation nationale. Notamment, une question prioritaire et primordiale qui est l'accès au logement. De ce fait, je peux vous assurer que l'avenir de tous les personnels de l'éducation nationale s'avère sûr et radieux avec le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. À ce sens, l'éducation en général et les enseignants en particulier
nous devrons tous continuer à soutenir le président jusqu'au bout de sa quête de lutte en faveur de notre pays, notre système éducatif, notre jeunesse. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci encore une fois pour votre présence massive et vous souhaiter à tous une bonne vie. Vive le corps enseignant, vive l'éducation nationale, vive la région d'Arta, vive le président de la République. Assalamu alaikum. Santé à présent avec le lancement de la Semaine nationale de l'assurance maladie universelle. La Caisse nationale de la sécurité sociale célèbre du 15 au 21 décembre le premier anniversaire de l'assurance maladie. Et pour marquer l'événement, la CNSS organise des activités pour informer et sensibiliser la population sur ce régime qui vise à offrir une couverture médicale pour tous. Alors, pour cette première journée, des stands d'information étaient installés au centre de soins de la CNSS, mais aussi à l'université de Djibouti. Les patients étaient nombreux ce matin pour s'informer sur des questions qu'ils ignoraient jusque-là. Rappelons que c'est là effectivement un an que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a lancé le système d'assurance maladie universelle qui doit permettre à toutes et à toutes les catégories de la population de bénéficier d'une couverture maladie. Il s'agit d'un système contributif fondé sur les principes de base de la protection sociale où la personne va contribuer en fonction de ses revenus et recevoir selon ses besoins. Un stand a été érigé dans les centres de soins 1 et 2 de la capitale pour sensibiliser et informer la population djiboutienne sur les différents soins qu'offre la CNSS. Avec ce nouveau système, le gouvernement djiboutien compte mettre en place un mécanisme qui permettrait dorénavant aux plus nantis d'appuyer les plus démunis ou bien important d'appuyer les souffrants. Et donc toujours dans ce cadre, dans le cadre de cette semaine nationale de l'assurance maladie universelle, la rédaction de la RTD vous a préparé un magazine qui met en relief tous les soins offerts par la Caisse nationale de la sécurité sociale dans les différents centres de la capitale. Un magazine préparé par Choukri Ali, Awali Abdi, Abdou Adan et commenté par Ahmed Hamed et Ferdous Hussein. Nous sommes en pleine séance de fibroscopie avec le médecin spécialiste de la gastro-entérologie du centre de soins 1 de la CNSS. Avec cette manette, le gastrologue contrôle ce tube muni d'une mini-caméra qu'il introduit par la bouche à cette patiente pour déceler en temps réel toute pathologie comme l'ulcère ou des tumeurs qui affectent l'estomac et les intestins. Il y en a 3 machines de ce type-là à la République de Djibouti. Les patients ont des problèmes gastro-entérologiques très fréquents à Djibouti. Donc, il y en a beaucoup de patients qui demandent de faire une fibroscopie. Et donc, nous aussi, après avoir fait la consultation, on en profite de cette machine pour diagnostiquer des tumeurs, des hémorragies gastro-intestinales. Chaque jour, Dr Mohamed Barkhat reçoit une vingtaine de patients pour des séances de fibroscopie et de consultations. Autre spécialité médicale peu connue est dispensée au centre de soins 1 pour les assurer, la kinésithérapie. Ici, en masse, les patients pourraient activer des muscles qui sont restés trop longtemps inactifs à cause d'une blessure ou d'entorse. La grosse partie de la kiné ressemble à une salle de gymnastique qui est équipée d'appareils mécaniques ou des outils de rééducation des muscles pour remettre à l'étrier ses patients. C'est le cas de cet homme qui a été frappé il y a 10 ans par un accident cardiovasculaire. Soins dentaires, ophtalmologie, biologie, radiologie, échographie, entre autres, le centre élargit son offre et dispense davantage de spécialités. Nous sommes en train de nous étendre un petit peu vers des spécialités qui n'existaient pas au niveau de Djibouti. Bientôt, on aura l'endocrinologie, qui est une spécialité qui n'existe pas à Djibouti. Nous avons un gastrologue. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 2 au niveau du territoire. Pareil pour l'ophtalmologue, qui ne sont pas aussi nombreux. Et on espère engager d'autres spécialistes. Outre les prestations de soins, le centre de soins 1 dispose d'une pharmacie, des médicaments et de traitements aussi pour les maladies chroniques. Une 50aine de personnes souffrant de maladies du cœur ou de diabète viennent s'approvisionner régulièrement à l'officine
comme l'explique ce retraité. Je m'approvisionne à la pharmacie du centre. Je récupère des traitements sous forme de comprimés que je viens récupérer tous les 15 jours gratuitement. Et des médocs qui coûtent cependant une fortune sur le marché, comme ceux traitant des maladies qui affectent le cœur. Plus d'explications avec Ahmed Ali Hassan. Le marché, les Palavix, ça coûte dans les 19 000. Et les Coapravel, ça coûte dans les 6 000, 7 000. En moyenne, 400 personnes sont soignées par jour au centre de soins 1 depuis 3 ans. Il est également opérationnel les après-midi. Un nouveau bâtiment de 3 étages sera également inauguré les semaines à venir pour offrir une couverture médicale de qualité à tous. Et nous marquons une courte de pause pour l'appel de la prière à l'Asr. On revient tout juste après. Sociale, cette fois une conférence régionale dirigée par les religions en collaboration avec le bureau djiboutien du Fonds des Nations Unies pour la population a eu lieu aujourd'hui. Cette conférence a rassemblé les pays tels que la Somalie, le Soudan, l'Égypte et Djibouti afin de tirer les leçons apprises dans les condamnations des mutilations génitales féminines. Rappelons que cette pratique est néfaste pour la santé de la femme. Nécrologie, cette fois, nous avons appris avec tristesse la mort survenue hier soir de Hassan Barkhat Siraj. Ali Barkhat Siraj, directeur de la rédaction de La Nation, né le 25 mars 1975 à Djibouti. Le regretté Hassan Barkhat Siraj est décédé hier à Tadjoura. Il était marié. Le ministre de la Communication chargé des postes, des télécommunications et l'ensemble du personnel de son département ministériel présentent leurs sincères condoléances aux membres de la famille Barkhat Siraj. Le défunt laisse derrière lui une femme, une veuve. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Amin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Je vous le disais en titre, le message de Barack Obama, le chef de l'État islamique, pour les efforts militaires américains en cours en Irak et en Syrie pour lutter contre le groupe État islamique. Barack Obama s'est exprimé sur la question ce lundi depuis le Pentagone après un entretien avec le Conseil de sécurité nationale. La suite dans ce commentaire. Les efforts militaires américains en cours en Irak et en Syrie pour lutter contre le groupe État islamique. Barack Obama s'est exprimé sur la question hier depuis le Pentagone après un entretien avec le Conseil de sécurité nationale. Les efforts s'intensifient donc, mais le combat reste difficile, a souligné le président américain. Il faut aller plus vite, a-t-il dit, et surtout gagner du terrain. Si en début de mois, Barack Obama a rappelé que les États-Unis ne se laisseraient pas entraîner dans une guerre terrestre, Washington a aussi récemment annoncé le déploiement d'une unité de forces spéciales en Irak capable de mener des raids sur le terrain contre le groupe État islamique. Des opérations visant en particulier les responsables de l'organisation extrémiste. Reprise des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne étaient réunis hier à Bruxelles pour lancer avec leur homologue turc les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. En contrepartie, Bruxelles attend une meilleure coopération sur la crise migratoire. La suite dans ces commentaires. Les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne étaient réunis hier à Bruxelles pour relancer avec leur homologue turc les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. En contrepartie, Bruxelles attend une meilleure coopération sur la crise migratoire. Lors du lancement 2004 des négociations avec la Turquie, celle-ci avait été divisée en 35 chapitres thématiques. Le chapitre ouvert hier porte sur la politique économique et monétaire. Ces négociations-là dureront 2 mois, voire plus, mais elles constituent une relance réelle du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, gelé depuis plus de 2 ans.
Dans le même temps, le dernier rapport sur les efforts de la Turquie pour se rapprocher des standards européens pointait des nez de recul, en particulier en matière de liberté d'expression, alors que la presse en Turquie est en but à des graves entraves. La Commission européenne exclut tout élargissement de l'Union européenne avant 2020, mais il reste qu'à l'occasion de la crise des réfugiés, l'adhésion de la Turquie revient sur la table malgré l'opposition de beaucoup de pays européens. Sport pour clore cette édition, tirage au sort de la Ligue des Champions. Comme la saison passée, le tirage au sort de l'huitième de finale de la Ligue des Champions a désigné hier les Anglais de Chelsea comme futurs adversaires du Paris Saint-Germain. C'est la troisième année consécutive que les deux clubs se rencontrent en Coupe d'Europe. Lors du précédent exercice, les Parisiens avaient éliminé la formation londonienne au cours d'un match retour héroïque à Stamford. Rebonjour et nous a rejoint sur ce focus Negat Fouad pour nous parler. Et pour commencer, Negat, tu nous as parlé d'un sujet qui traite du Yémen et de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Dis-nous plus. Voilà, en effet, en Yémen, un cessez-le-feu est entré en vigueur. La coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite a annoncé l'entrée en vigueur aujourd'hui même d'un cessez-le-feu au Yémen. Donc, pour le conflit entre les rebelles chiites, Houthis, le gouvernement fait rage depuis plus de 9 mois. Un cessez-le-feu entre les rebelles Houthis et les forces pro-gouvernementales est entré en vigueur aujourd'hui même dans le pays du Yémen, a annoncé la coalition militaire arabe qui intervient entre le pays et les rebelles. Donc, la durée du cessez-le-feu devrait être de 7 jours, éventuellement renouvelable, a indiqué la présidence yéménite le 8 décembre dernier. Donc, cette trêve prendra fin avant l'ouverture mardi des pourparlers de paix qui doivent tenir sous l'égide de l'ONU dans les lieux tenus secrètes en Suisse. Donc, les outils issus de la minorité jadis alliés de la puissance unité militaire restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, qui se sont emparés depuis juillet 2014 de larges pans du Yémen dans la capitale Sanaa et les provinces du nord-ouest et l'ouest et du centre qu'ils contrôlent toujours. Les forces anti-rebelles ont reconquis à cet été 5 provinces du sud, dont celle d'Aden, depuis la ville du pays. Donc, les précédentes tentatives de négociation de cessez-le-feu ont échoué au Yémen, où les larges a fait depuis mars moins de 6 000 morts et 28 blessés, dont de nombreux civils et directement affectés à 80% de la population de ce pays pauvre de la péninsule arabique. Donc des djihadistes, en particulier l'organisation de l'État islamique, ont par ailleurs profité du chaos dans lequel est plongé le Yémen pour avancer leurs pions. Depuis le printemps, l'État islamique a revendiqué des attaques spectaculaires meurtrières contre les mosquées fréquentées par les chiites et ciblé des points gouvernementaux et de la coalition arabe. Et dans la page sport d'aujourd'hui, Chelsea, Lanchester, José Marignon, j'ai l'impression qu'on a trahi mon travail, a-t-il déclaré à la presse. Donc le dernier coup de José Marignon, après la défaite des Bleus et la pelouse de Lanchester 2-1, le match d'hier soir, l'entraîneur de Chelsea a surpris que l'on prenant de façon très directe à ses joueurs coupables, selon lui, d'une performance indigente face aux Fox. Donc c'est dur à voir quand certains de ces joueurs n'atteignent pas le niveau qu'ils peuvent avoir, explique Mourinho. L'an passé, je les ai tirés à un niveau incroyable. Ce niveau était peut-être supérieur à leur niveau moyen. Donc difficile toutefois pour les techniciens portugais de comprendre le motif du 16e place de son équipe. Cette saison on était tellement en fait mauvais pour une raison inconnue, a-t-il reconnu au quotidien de l'entraînement. Je n'ai rien reproché à mes joueurs, mais ce qu'on en fait du match, cela n'a rien à voir et c'est très frustrant. Pointant du doigt les difficultés claires de Costa dans la surface, Mourinho a aussi regretté
regretté les 2 buts encaissés sur les situations. Selon lui, j'ai l'impression qu'on a trahi mon travail, a-t-il asséné. Ces 2 buts encaissés sont très avalés pour retourner la situation. Je ne connais qu'une méthode, travailler encore plus et s'entraîner davantage chaque jour. Et pour terminer l'insolite de ce début d'après-midi, un maigre butin pour un braquage. Voilà. Un maigre butin, c'est une terrible déconvenue pour des braqueurs. 2 individus, pour être plus explicite, sont repartis samedi dernier d'un supermarché de Villeurbanne avec des rouleaux de pièces de 1 et 2 centimes, selon une source policière confirmant une information du Progrès. Les 2 malfrats en cagoule et armés d'une arme de pointe ont fait éruption dans la matinée au carrefour au contact de la ville et ont menacé les employés. Ils ont ensuite allé dans la salle de coffre et se sont servis de rouleaux de pièces venus les mains vides. Ils se sont emparés de des sacs à main d'une employée et pour transporter leur lourde cargaison. Ils n'ont contenu que de petites monnaies de 1 et 2 centimes, malheureusement pour eux. Merci Megat, Fouad, merci à tous qui nous